Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre en endroit où aller, où ce soir nous accueillons Régine Joséphine pour son roman qui s'appelle Je choisirai la voie du vent, paru dans la collection La Belle Étoile aux éditions Marabout. Pour l'interroger ce soir, on part à la librairie L'Instant de Sandrine Babu qui accueille Selma du blog Le Calame de Selma. Avant de vous laisser converser toutes les deux, mesdames, je vais rappeler que nos amis participants peuvent poser des questions à Régine par mon intermédiaire en utilisant l'onglet Converser. Régine, Selma, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Super, merci Nathalie. Bonsoir Régine, comment ça va? Bonsoir, ça va? Ça va, Bon, bah écoutez, je merci. suis ravie de vous recevoir sur la plateforme Un endroit où aller. Merci encore Nathalie et Frédéric de nous permettre de continuer les rencontres en ligne. Donc on vous reçoit ce soir pour votre livre Je choisirai la voie du vent aux éditions Marabout. Alors je crois que c'est pas la toute dernière couverture, hein, il me semble. Non, ça c'est les épreuves non Oui, corrigées. oui, tout à fait. Donc voilà, aux éditions Marabout. Un petit mot sur vous d'abord, si vous le permettez, avant de rentrer dans le cœur du livre. Donc vous êtes né en Martinique, vous avez grandi en Alsace et vous avez fait un petit détour par la région parisienne, il me semble, un moment, avant de vous installer à Annecy, où vous C'est êtes ça. professeur des écoles, vous êtes Voilà. enseignante donc depuis toujours. Et on vous retrouve quand même quelque part dans votre livre, hein, donc on y reviendra un peu par la suite. Concernant l'écriture, donc vous êtes principalement autrice de romans pour jeunes, pour la jeunesse. Pour la Euh, jeunesse, oui. voilà. Et après avoir écrit avec Maya Brahmi un recueil de nouvelles sur la femme, vous vous attaquez à votre premier roman, donc Je choisirai la voie du vent, qui est sorti il n'y a pas très Le longtemps, 17 mars. voilà, le 17 mars, aux éditions Marabout. C'est bien ça. Voilà, c'est Ok, exact. j'ai rien oublié, C'était super. juste. Ok, super. Alors, un petit pitch, comme on dit, sur Je choisirai la voie du vent. Donc, le livre s'ouvre sur le Japon en janvier 1945 avec un paragraphe écrit en italique parce qu'il est écrit avec donc le pronom personnel je. Et on comprend donc que c'est un pilote qui s'appelle Kiyoshi Hanaka. Vous décrivez pendant les trois pages du premier chapitre, en fait, l'envol de ce jeune pilote qui, on s'en rend compte, comment dire, on se rend compte que ça va être son dernier vol par son choix. Voilà, Voilà. exactement, oui. Sans Oui. vouloir trop en dévoiler, parce qu'il faut aussi laisser au lecteur la capacité, enfin l'envie de retrouver vos personnages. Et ensuite, donc, on fait un saut dans le temps et on arrive en 2016. Et là, on parle de Colombe, donc enseignante, qui, on le découvre assez rapidement, qui, après un séjour dans un institut pour dépression nerveuse, se retrouve à devoir choisir un endroit où être affectée. Et elle choisit un endroit qui est pas loin de Lyon, du coup, un petit Voilà, c'est village. ça. Un petit Voilà, village près de Lyon. où elle va rencontrer des personnages attachants et hauts en couleur, dont Milo dans Sagamore et dans l'assistante maternelle. Et on va comprendre tout au long du livre que le pilote en question, qui a laissé un petit carnet avec une mèche de cheveux et Colombe, ont un lien. Euh, donc, est-ce que ça résume bien? Sans vouloir trop en dire, il faut toujours Ça trouver résume l'équilibre. extrêmement bien. Bon, super, je suis Mieux que je ravie. l'aurais fait même. Super, je suis ravie. Non, vraiment bien, oui, tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut un petit peu laisser un peu de surprise, mais c'est très bien résumé. Bon, super. Alors, ma première question, ça serait pourquoi le Japon? Pourquoi le Japon? C'est un petit peu compliqué à expliquer. Ça remonte, je pense, à quand j'avais 12 ans, j'étais en sixième et j'ai eu en fait un choc. À l'époque, on avait comme programme la guerre de 39-45 et on nous avait montré, je ne sais pas si vous connaissez, le petit reportage qui a été tourné après la guerre qui s'appelle Nacht und Nebel. Donc, nuit et brouillard. Et ça parle, en fait, ça montre les camps de concentration. Je crois que c'est je crois que c'est des soldats américains qui l'ont tourné. Et ils montraient la libération des camps de concentration, tout ce qui avait été fait, les fours crématoires, etc. Et j'avais 12 ans à l'époque. Alors, vous imaginez le choc que j'ai eu, ça a été assez
impressionnant pour moi et terrifiant même quelque part. Et ça m'a pas forcément traumatisée, mais ça m'a quelque part fascinée par l'horreur en fait de ce qu'un homme pouvait faire ou un gouvernement pouvait faire à un nombre de gens incroyables. Et voilà, ça m'a perturbée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire plein de livres sur la guerre, sur les camps de concentration. Je me rappelle particulièrement des livres de Christian Bernadac, c'était un journaliste qui avait écrit des tas de livres sur chacun des camps de concentration sur lesquels il avait enquêté. Et je ne sais pas pourquoi, je lisais ça de plus en plus fascinée, de plus en plus prise par ce sujet. Et je crois que ça m'a jamais quittée. Et au fur et à mesure, donc j'ai élargi un petit peu mon centre d'intérêt en regardant des films, en lisant des livres sur des témoignages sur ce temps-là, et particulièrement sur les justes. Hein. Les justes, ce sont des gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, secouru des Juifs pendant la guerre. Et je crois que c'est une façon pour moi de... Ça a été une façon pour moi de maîtriser un petit peu l'horreur de ce que j'avais vu dans Nacht und Nebel, en me disant que c'est vrai, certaines personnes sont capables de, d'une horreur pareille, mais d'autres personnes sont capables d'une bonté et d'une générosité et d'un cœur aussi grand que cette horreur. Donc ça Oui. contrebalançait quelque part. Et bon, j'ai continué Oui. à regarder tout ça. Et dernièrement, un de mes amis a fait un film d'animation, a participé à un film d'animation sur la guerre au Japon. Et ça a duré, je pense, 2-3 minutes, mais on parlait d'un kamikaze japonais. Euh, il avait juste un petit rôle de quelques secondes, quelques minutes. Et ça m'a frappée parce que je me suis rendu compte que j'allais dire ces enfants, mais c'était des enfants, c'était des jeunes militaires qu'on formait à la va-vite pour aller s'écraser sur des cuirassés américains. Et ça m'a frappée. Je me suis dit que c'est quelque chose qui est très intéressant, que peu de gens connaissent, hein, puisque C'est le vrai. mot kamikaze vient de ces enfants-là, enfin de ces gens-là, de cette civilisation-là. Et je crois que peu de gens savent vraiment ce que c'est qu'un kamikaze japonais durant la guerre de 39-45. Et du coup, j'ai eu envie d'en parler un petit peu, Oui. de faire connaître. Et pour le coup, vous le faites bien parce que j'imagine que ce n'est pas pour rien que vous avez décidé pour ces parties-là où on parle du pilote, vous parlez du pilote, de le faire avec le pronom je. Donc vous vous mettez en fait à la place de ce pilote. Et c'est pas en fait la guerre au final n'est que le décor qui est derrière, mais ce qui est important, en tout cas de ce que moi j'ai ressenti en lisant votre livre, c'est ce qui se passe en fait dans la tête de ces jeunes hommes, de ces enfants, enfin, Oui, plutôt oui, jeunes hommes à ce moment-là, parce que je crois qu'ils ont aussi des amoureuses oui. qui les C'est des attendent. adolescents, Des oui. adolescents, Voilà, oui. vraiment. Et il y a aussi le sens de l'honneur, le fait de pas avoir réussi à justement donner l'honneur à la famille. Vous parlez du père aussi, de ce pilote-là qui ne regarde plus ce jeune homme et qui, pour le coup, le jeune homme, la seule façon qu'il a trouvé de rendre l'honneur à sa famille, c'est d'aller justement devenir kamikaze, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé la balance entre justement les paragraphes, les chapitres en italique où il est question du jeune pilote et le récit de Colombe, parce que le récit de Colombe, faut qu'on en parle aussi, parce que c'est quand même aussi le cœur du livre. Donc Colombe qui est enseignante et qui est adoptée. Donc on s'en Oui. rend compte assez rapidement aussi, qui est adoptée, et on sent qu'il y a un secret quelque part qui plane. Oui. Et donc le lien avec le Japon qui vient par la suite, et j'en dirai pas plus. C'est aussi un cri du cœur, je trouve, votre livre pour la profession Oui. enseignant. C'est Et vrai que quand j'ai voulu écrire ce livre sur les kamikazes, je voulais déjà partir sur deux époques.
C'était quelque chose qui me plaisait dans cette idée de voir ce que devenait ce kamikaze, ou du moins ce que devenait sa descendance, si descendance il y avait. Et d'un autre côté, je voulais aussi le rattacher à notre époque où le choix de sa propre voix est important aussi et de plus en plus important aujourd'hui. Et je pensais que ce qui était plus facile pour moi, c'est de parler d'un milieu que je connaissais, puisque je suis enseignante. Et parler des professeurs d'école, ça a été intéressant pour moi de voir, de montrer en fait comment les jeunes professeurs d'école se retrouvent un petit peu jetés quelque part sur le terrain. Et c'est pas toujours très facile pour eux. Donc voilà, c'est un peu comme ce kamikaze, ce jeune homme japonais qui se retrouve jeté dans une situation qu'il ne maîtrise absolument pas et qui doit se débrouiller pour trouver sa voie et pour se trouver lui-même. Colombe, c'est un peu la même chose. Elle est jetée dans une situation qu'elle ne maîtrise pas, qui a failli d'ailleurs la, la perturber au point d'attenter un petit peu à sa vie et à ce qu'elle pouvait faire. Et ce qui était important, c'est de montrer aussi comment on peut trouver sa voie dans une situation qui est difficile. Et c'est une ode effectivement aux jeunes qui cherchent leur voie et qui, Voilà. Ouais. en tout cas, s'ils ne la trouvent pas, en tout cas, ils essayent. Ils font tout ce qu'ils Voilà, ils c'est ce qui est essayent. le plus important, oui. Ouais. D'ailleurs, le titre est un petit peu est vraiment dans ce sens-là, puisque je choisirais la voie du vent. En fait, la voie du vent, c'est la voie du kamikaze. À l'époque, le kamikaze, en fait, veut dire le vent divin. Littéralement, en japonais, kamika signifie le vent divin. Donc, trouver sa voie, suivre sa voie, c'est choisir sa voie surtout. C'est choisir ce qui va faire qu'on se sent vraiment soi-même, ce qui va faire qu'on est en accord avec ses propres idées, ses propres vues du monde et de ce qu'on est, sans tenir compte de ce qu'on nous oblige à apprendre, ce qu'on nous oblige à faire, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui nous pourrait nous rendre heureux. Et c'est vrai que et ça me fait une belle transition parce que je voulais parler des personnages secondaires, mais pas tant que ça, parce qu'ils sont quand même centraux aussi autour de Colombe et ils l'apportent tout au long du roman. On dirait aussi que ceux qui veulent trouver leur voie. Je pense à Milo, je pense à Colombe, donc qui a accepté Colombe d'aller dans ce village-là à l'encontre de ce qu'on pouvait lui proposer ou de ce qu'on aurait pu penser. C'est vrai que quand on est enseignant aujourd'hui, si je comprends bien, on tend à essayer d'avoir les grandes villes et du coup, les villages sont un peu délaissés, alors Voilà. elle voulait en fait aller dans ce village-là. Je pense à Milo aussi, donc qui a fait une grande école de commerce, je crois, et qui n'était pas heureux dans ce qu'il voilà. faisait. C'est un peu la société, ses parents, sa famille qui l'ont poussé dans une voie qui finalement n'était pas forcément la sienne. Et c'est un peu comme Kiyoshi, le kamikaze japonais, et Colombe. On les pousse sur des voies et je me rends compte que à l'école, dans mon métier, je me rends compte que souvent, on pousse les enfants sur des chemins qui ne sont pas forcément les leurs, on ne prend pas le temps de les écouter et c'est dommage. Je pense que l'éducation aujourd'hui est difficile à supporter pour certains enfants. Est-ce que justement, on ne les écoute pas assez, on ne leur laisse pas le droit de choisir? Parfois, on a l'impression qu'on leur donne le droit de choisir, mais tout ce qui fait notre société, l'éducation, l'enseignement, tout ça, on pousse les enfants sur une certaine voie, la voie de la réussite, et ce n'est pas forcément celle-ci qui leur permettra de se réaliser eux-mêmes. Et Milo en est justement le bon exemple, puisqu'il a fait ce qu'il croyait être sa voie, donc il a fait ses études, il a brillamment réussi une grande école de commerce, et puis il a trouvé un super travail dans une grande société, et finalement il n'était pas heureux, et
tout s'est écroulé d'un seul coup pour une raison de santé. Et il a tout laissé tomber et il a choisi sa propre voie lui aussi. Et ce livre, c'est vraiment ça. Chacun doit choisir sa propre voie. Et pour les deux, justement, il y a le dénominateur commun, c'est qu'ils ont eu tous les deux des soucis de santé avant de se décider à choisir leur voie. C'était voulu ça ou c'est une coïncidence? Je pense que quand on n'est pas heureux dans sa vie ou dans son métier ou voilà, dans un moment de sa vie, le corps répond forcément, le corps réagit et les soucis de santé viennent forcément. Pour moi, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Lorsque quelqu'un ne va pas bien dans sa tête, le corps lui-même fait résonance par rapport à ça. D'accord. Donc, lorsqu'on va pas bien, il faut écouter son corps. Le corps vous dit qu'il en a assez et qu'il faut changer de chemin, quoi. Et la dépression, justement, c'était. Alors, c'est un sujet, on comprend que c'est une dépression. Alors, c'est arrivé avant. Oui, avant le C'est pas, livre. voilà, avant le livre, donc c'est pas raconté vraiment dans le livre, mais on sent que il y a beaucoup de séquelles d'un point de vue, il faut que je réussisse, sinon il faut que je le cache, il La faut que je le pression, dise, oui. etc. Mm. Ça, pareil, c'était un sujet sur lequel vous vouliez vous attarder un petit peu, le sujet psychique, justement, de la dépression au sein Pas du corps forcément, enseignant, non? pas forcément, non, parce que je pense que les enseignants sont effectivement peut-être plus exposés à la dépression du fait que les enseignants ne sont pas toujours bien compris, ni par les parents, ni par la hiérarchie, ni par les collègues, par beaucoup de gens en fait. Les gens ont une vision de l'enseignement et des enseignants qui se rattachent à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes lorsqu'ils étaient plus jeunes, puisqu'ils étaient à l'école. Donc, leur vision de l'enseignement date de leur jeunesse ou voilà, de leurs études, etc. Mais l'autre côté de la barrière, je la connais puisque j'y suis et je vois quand même beaucoup de souffrance. Et effectivement, euh, beaucoup d'enseignants ont besoin d'être soutenus, ont besoin d'être compris. Et je pense que dans ce livre, Colombe, justement, peut montrer d'une certaine façon ce qu'on vit à l'intérieur, voilà, montrer ce qu'est l'enseignement avec ses difficultés, avec ses bonheurs, parce qu'il y en a aussi, Oui, oui, bien parce sûr, que je n'aurais j'imagine. pas choisi un métier qui ne me rendait pas heureuse quand même. Donc, c'est aussi c'est un très beau métier qui est difficile et je pense que c'est le côté difficile de ce métier qui n'est pas toujours compris. Je comprends tout à fait. On en profite du coup pour rendre hommage à tout le corps professoral qui, euh, qui vit des moments difficiles avec le Covid, il faut le rappeler, et qui font un métier de passion extraordinaire et qui mériterait d'être justement plus dans la lumière et d'avoir un peu plus d'aide, effectivement. Voilà, donc c'était un petit aparté qui me Voilà. tenait de dire. Alors, parlons aussi des personnages qui sont. Alors, des autres personnages, je voudrais qu'on s'attarde aussi un peu sur ce professeur collègue du coup de Colombe avec qui elle ne s'entend pas très bien au départ. Elle a l'impression aussi d'être jugée, ça vient aussi un peu des séquelles Oui, oui, de tout à fait. son Tout ce qu'elle breakdown. ressent par rapport aux autres personnages, par rapport au monde, en fait, c'est que son problème, c'est qu'elle a toujours l'impression d'être jugée, d'avoir tout faux, en fait, et elle ne se fait absolument pas confiance. Et c'est un petit peu le côté négatif, c'est un petit peu le symptôme de beaucoup de gens aujourd'hui. Le fait de se sentir tout le temps jugé, de ne pas avoir confiance tout simplement dans ce qu'on est, dans la justesse de ce qu'on fait. Et Colombe en est vraiment le bon exemple. C'est quelqu'un qui est très fragile à l'intérieur parce qu'elle ne se fait pas confiance. Oui. Et elle va être portée justement par ses Voilà. collègues, par tout ce petit, les enfants, hein, rappelons-le, les enfants aussi ont un Ah, rôle les enfants, important. c'est vraiment le bon moyen pour se sentir en confiance, pour Voilà. retrouver sa confiance. Et alors, ce professeur gothique, d'où il vous est venu? Oh, alors là, c'est assez rigolo parce que dans ce livre, je me suis beaucoup appuyée
pour plein de détails sur des choses que j'ai vécues, des gens que j'ai rencontrés. Et ce professeur gothique, ben, c'était un de mes profs au collège. C'est vrai? Il était prof d'art plastique. Et effectivement, il était très, très, très gothique et il dénotait complètement par rapport aux autres professeurs. Il était adorable, gentil comme tout. Mais voilà, physiquement, il était différent. Et je me suis demandé ensuite, en entrant dans le milieu enseignant, comment il avait pu justement garder ce côté gothique, euh, garder ce qu'il était justement par rapport aux autres qui très certainement devaient lui faire des remarques. Remarque, bien sûr, oui. Et il est resté, comme on dit, droit dans ses bottes, il est resté ce qu'il était. Et j'ai trouvé ça très, très chouette, justement. Et il y a aussi une jolie description, l'autre personnage, c'est le village. Il y a une très belle description, je trouve, du village. Je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas si vous avez donné le nom. Le village s'appelle Sainte-Croix Sainte-Croix, dans le exactement. livre, Voilà. mais dans la réalité, il existe réellement, ce village. Oui. Je l'ai visité il y a quelques années, il n'y a pas très très longtemps, 2-3 ans je pense. Et c'est un village qui se trouve effectivement à une cinquantaine de kilomètres, une soixantaine de kilomètres de Lyon, dans les montagnes du Pilat, et qui s'appelle Sainte-Croix-en-Jarez. Et c'est un village monastère, justement. C'est un ancien monastère, une ancienne chartreuse, dont les maisons, les cellules des moines, qui sont en fait des petites maisons, ont été vendues à des particuliers. Donc, en fait, les gens habitent dans un monastère, vivent une vie totalement laïque et classique, mais dans les murs d'un monastère. Donc, c'est assez rigolo et l'esprit de ce lieu est assez prenant. D'ailleurs, si vous en avez l'occasion, allez-y parce que c'est un village absolument magnifique. Et donc, du coup, j'ai visité ce village. J'ai vu la petite école qui est exactement au même endroit que ma petite école dans ce roman. Et le petit moulin, il est exactement au même endroit. Le petit pont de la Planche est aussi au même endroit. Enfin, j'ai vraiment placé l'histoire de Colombe dans un lieu qui existe. Et, figurez-vous qu'en lisant, ça me donnait vraiment envie d'y aller, effectivement. Vraiment, ça vaut le coup. Et la seule chose que j'ai inventée, c'est le petit bistrot dans ce j'aimerais bien qu'on en parle de ce bistrot. J'aurais bien aimé qu'il existe aussi réellement. Alors, pour ceux qui nous regardent, le bistrot dont on parle, c'est celui qu'a repris Milo. Donc, après avoir décidé de changer de vie, il s'est réinstallé dans le village de ses parents et il a repris le bistrot de son oncle, il me semble. Le bistrot de son oncle, effectivement, voilà. Qui est décédé tragiquement dans cet endroit-là. Et il l'a repris justement pour essayer de le faire revivre. Suite à son burn-out, quelque part, lui aussi, il a un peu subi ça. Il a changé complètement de vie et il a décidé, contre l'avis de sa famille d'ailleurs, de reprendre ce bistrot et de le faire revivre, de lui redonner le rôle qu'il avait auparavant dans le passé, un rôle d'animateur, un lieu où on se sent en confiance, un lieu où on y va pour rencontrer des amis, un lieu où on n'est pas jugé pour ce qu'on est, on ne nous donne pas de conseils non plus sur notre façon de vivre ou ce qu'on devrait faire. C'est un lieu où on vous accepte tel qu'on est. Et comme je dis dans le livre, on peut avoir soigné des lépreux en Inde, on peut avoir volé une banque, on peut avoir fait n'importe quoi. Lorsqu'on est dans ce bistrot, on est comme tous les autres et on prend le moment présent, on vit le moment présent. Et c'est ce que ce bistrot est. Et c'est ce qu'il voulait en faire. Et donc, je laisserai au lecteur la surprise de certains lieux de ce bistrot, les toilettes, pour ne pas les nommer, où il y a quelques petites surprises. Donc, il y a des moments très, très drôles au final aussi. Ce n'est pas qu'un livre introspectif. Non, surtout pas. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. C'était pas ce que je voulais faire. C'était
Je l'ai écrit pendant le Covid, justement. Je l'ai terminé, en fait, pendant le Covid. Je l'avais déjà commencé un peu avant. Mais c'était un moment de ma vie où j'avais envie d'écrire des choses gaies, des choses où, tout- où toutes les choses, où tout allait bien à la fin. J'avais besoin d'un livre léger, euh, non, pas forcément très léger, c'est pas vraiment le mot, en fait. J'avais besoin d'un livre où les choses allaient bien, où les choses pouvaient être difficiles au départ, mais où on arrivait à modifier le courant des événements pour pouvoir se sentir bien à la fin. Un livre feel good, tout simplement, quelque part. Et voilà, il y a des moments où on a envie de lire des choses plus difficiles ou d'écrire des Je choses plus comprends. difficiles, Mm. et d'autres moments où on a envie, voilà, que les choses aillent bien, tout simplement. Et Donc, c'est pas un il était facile à écrire. Vous avez été... Parce qu'en fait, facile, si je je sais comprends pas. bien, je reformule un peu ma question parce que il est nourri de beaucoup de certains moments de votre vie, quelque Mhm. part. C'est comme si vous les aviez gardés quelque part dans un coin de votre tête. Et puis, à un Mhm. moment, ça ressurgit et vous mélangez plein de choses, donc le corps professoral, votre ancien professeur d'art plastique, des choses comme ça. Vous aviez l'idée en tête dès le départ? Vous saviez comment ça allait commencer, comment ça allait se finir? Ou c'est quelque chose qui a vraiment pris du temps à mûrir? Je suis très très lente à l'écriture, donc oui, ça a mis du temps à mûrir. Euh, c'est... Je me suis nourrie de plein de choses que je connaissais, mais et aussi de certaines souffrances que j'ai eues, forcément, hein. Je crois qu'en tant qu'écrivain, on se nourrit de nos joies et de nos peines, mais je voulais que ce soit positif à la fin. C'était surtout Ok. ça, voilà. Parce que le fil conducteur, ça, on n'en a pas trop parlé, parce que pareil, il faudrait laisser au lecteur le soin de découvrir les petits secrets que vous distillez ça et là. Il y a les parents il y a les parents de Colombe aussi qui ont un rôle important, surtout au début, parce Mm. qu'ils veulent la soutenir, mais ils trouvent pas trop leur place aussi. Il y a un Un espèce de peu conflit. étouffant. Voilà, voilà. Surtout la maman et puis le père qui essaie de se poser entre les deux. Ça aussi, c'était quelque chose que vous vouliez mettre en avant, le rôle des parents dans la construction justement de... Ben, les parents ont forcément un rôle immense dans la construction d'un enfant, et trouver sa place est toujours très difficile. Trouver la place euh, nécessaire au développement de son enfant, ne pas trop le couver, mais en même temps lui laisser la liberté nécessaire pour qu'il se réalise, pour qu'il se trouve soi-même. Ça, c'est tous les parents vont se reconnaître dans cette difficulté-là. Moi, je l'ai traversée, mais comme tous les parents du monde entier, je pense. Donc, des parents qui n'ont pas vécu ça, je crois que ça n'existe pas quelque Oui, part. bien sûr. Ça n'existe pas. Donc C'est très bien forcément, décrit. la mère de Colombe, elle est un petit peu, elle a un peu de moi où effectivement j'ai un peu de mal à laisser, voilà, j'ai un peu de mal à laisser mes enfants, ma fille vivre sa vie. J'ai un peu de mal à, voilà, la mère de Colombe a du mal à lui faire confiance. Et Colombe le dit elle-même. À un moment, je lui fais dire, mais laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi tomber si c'est nécessaire, laisse-moi m'écraser si c'est nécessaire, je me relèverai, mais c'est ça qui fait ma vie et je veux tomber, je veux souffrir parce que c'est ça qui va faire ma vie. C'est ça qui va me permettre de me trouver et de trouver des solutions. Si tu ne me laisses pas tomber, j'y arriverai pas. Et je crois qu'en tant que mère, c'est ce qui est difficile, Ce de qui est assez laisser tomber son incroyable, enfant. parce qu'au final, on met beaucoup, c'est-à-dire que parfois on arrive à l'âge adulte avant de pouvoir s'autoriser à se dire ces choses-là et encore moins les dire aux Mm. propres parents. Donc Colombe ait eu la maturité et l'espace pour pouvoir mettre certaines limites, c'est plutôt un trait de caractère intéressant. Oui, tout à Oui. fait. Mais Colombe ignore qu'elle est forte. Ouais. Et elle va le découvrir au fur et à mesure. Et je crois que les enfants ignorent jusqu'où ils peuvent aller, ils ignorent leur force tant qu'on ne leur donne pas l'occasion de la trouver, cette force. Si on ne leur donne pas cette possibilité, si on ne les laisse pas, on leur laisse pas le loisir de tomber, ils vont jamais. Oui. Et les parents ont du mal
je le vois au niveau de mon travail, les parents ont du mal à laisser leurs enfants se faire mal. Toujours en laissant toujours un cadre, bien sûr, mais voir son enfant souffrir, c'est très difficile. C'est douloureux, oui, bien sûr, je C'est comprends. super douloureux, c'est très... Voilà, ça fait mal. Oui, c'est sûr. Ok, super. Alors, ma dernière question, c'est plutôt par rapport à vous et à votre écriture. Donc, comme je le disais en introduction, vous venez plutôt du monde, vous avez écrit pas mal de romans pour les jeunes adultes ou que Oui. les adolescents? Alors, pour tout, Pour j'ai tout, fait d'accord. des albums pour les enfants à partir de 6 ans, 7 ans. J'ai écrit des albums pour des... Voilà, pour... J'écris en fait des albums, des romans de 6 ans à l'adolescence. Voilà, D'accord. c'est surtout ça. Alors, ma question serait comment est-ce qu'on passe, est-ce que c'est un exercice, enfin, forcément différent, mais comment on passe de l'écriture pour enfants, slash ados, slash jeunes adultes, à l'écriture pour des adultes? C'est une bonne question. Et je ne sais pas. Vous n'avez pas fait un Euh, travail particulier, non, j'ai pas cherché à écrire pour un adulte, j'ai pas cherché à écrire pour un enfant. C'est c'est c'est- c'est une écriture différente, mais je crois que c'est l'histoire qui porte l'écriture. Lorsque j'écris une histoire pour un enfant, l'écriture va venir naturellement, spontanément, parce que le sujet de l'histoire, euh, il est vu par les yeux d'un enfant, dans mon idée. Donc, le style va forcément être adapté aux enfants. Après, pour Je choisirai la voix du vent, je voulais faire parler des adultes. Donc, forcément, le style est complètement différent. Oui, Euh, mais je ne pourrais pas dire exactement comment je fais. Je me sens peut-être plus libre d'une certaine oui, bien façon sûr. d'écrire pour les adultes, dans l'écriture adulte, que dans l'écriture enfant, où je me cantonne peut-être plus à un certain vocabulaire, à certaines tournures de phrases, à un certain style qui est pas forcément, qui pourrait pas être forcément compris dans un livre pour enfants. J'écris pas de la même manière, effectivement, Mais vous vous dites pas, il faut que je fasse attention à ci, à ça quand vous écrivez pour les adultes. C'était votre premier exercice, je crois, à part la nouvelle, hein, mais oui. Mhm. Mais justement, je me suis laissée aller à ce que j'avais envie super. d'écrire exactement. Vous avez trouvé votre voie aussi Voilà, alors. des phrases sans verbe, des phrases nominales. Au niveau style, vraiment, je me suis lâchée. Ce que je ne fais pas forcément, où je travaille différemment dans l'esprit jeunesse. Je comprends, d'accord. Bah, écoutez, merci pour votre temps. Je rappelle Et à vous. que vous pouvez trouver le très beau livre de Régine Joséphine, Je choisirai la voie du vent, dans toutes les librairies. Et je Qui te sont rends la main. ouvertes. Qui sont ouvertes, qui sont essentielles. Voilà. Voilà, rappelons-le. Et je te redonne la main, Nathalie. Merci. Mais tu restes avec nous quand même. Moi, je vais rebondir sur ce que vient de dire Selma. Quel a été le déclic pour vous, Régine, de passer j'allais dire dans le monde des adultes? Voilà, vous étiez en jeunesse, donc auteur et illustratrice, hein, si je me suis bien Non, pas renseignée. illustratrice, Pas non. illustratrice, donc co-auteur. Oui. Comment on décide un jour en disant, allez, on bascule, on passe de l'autre côté? Il y a eu quelque chose de... La bascule, elle a été très simple à faire pour moi parce que lorsque j'ai voulu écrire donc j'ai voulu écrire cette histoire de kamikaze, je l'ai d'abord pensée au niveau jeunesse puisque c'était mon domaine. Et puis je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas du tout. Et j'ai fini par introduire des personnages plus âgés. Et là, c'est venu tout seul. Donc, la bascule, elle s'est faite naturellement dans le sens où cette histoire, finalement, je la pensais adulte et je la pensais pas jeunesse. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs parce que les romans jeunesse que j'ai écrits sont toujours sur des sujets assez graves, comme le Oui, handicap, comme la différence, le harcèlement, j'ai même écrit un livre sur l'inceste. Donc et ça, je l'ai fait en jeunesse, hein. Donc, oui. mais je veux dire, les personnages, les sujets, la façon de penser était peut-être plus facile pour moi de les écrire en jeunesse. Et par contre, effectivement, au niveau de Je choisirai la voie du vent, je pense que c'est l'histoire qui fait qu'elle
elle s'insère plus en jeunesse ou en adulte dans mon esprit. Donc, il n'y a pas de bascule particulière. Je peux très bien avoir une idée d'histoire et elle va finir par être en jeunesse plutôt qu'en adulte parce que les héros que j'aurais choisis pensent plus jeunesse que adulte. Et c'est vrai, je me faisais la réflexion, je regardais un peu votre parcours et vos albums jeunesse et vos titres de romans jeunesse. C'est vrai, je me dis, tiens, ils sont très durs, les thématiques sont assez sévères. Et là, on vous retrouve chez les adultes avec, comme vous avez Quelque dit, chose de feel plus good. léger. Elle fait le chemin inverse parce que souvent on a des auteurs qui sont voilà, dans la blanche, comme on dit, et qui ont envie un peu de légèreté, donc ils passent pour la jeunesse, ils s'essayent à la jeunesse, aux ados. Et vous, vous avez le parcours inverse, donc c'est assez rigolo, mais en tout cas, bienvenue dans le monde des adultes aussi parce que Merci. Mais je euh, pense que les gens, en fait, pensent que l'écriture jeunesse, la littérature jeunesse est un peu légère, entre guillemets. Hein. Je ne veux pas dire, il n'y a pas de système de valeurs, mais dans l'idée des gens qui achètent des livres jeunesse, on est resté dans la jeunesse d'avant, où les choses étaient peut-être un peu plus légères, plus féeriques, plus magiques. Et les choses ont beaucoup, beaucoup évolué. Et ce qu'on retrouve en jeunesse, c'est pratiquement les mêmes sujets qu'on retrouve en adulte. Justement, la différence, la tolérance, le handicap, l'inceste, on en parle de plus en plus en jeunesse. Alors qu'avant, effectivement, c'était peut-être des sujets qui n'étaient pas abordés, qui étaient peut-être un peu tabous et qu'on réservait à la littérature adulte. Ce qui est alors dommage attention, d'ailleurs, parce que c'est important justement. je voudrais faire juste une remarque. Il y a quand même de la profondeur dans votre roman, puisqu'il y a quand même la quête identitaire qui est bien Bien présente. sûr. Il y a aussi du passé qu'on a beaucoup de mal à cicatriser. Donc tout ça, il y a quand même de la profondeur. C'est pas un feel good comme ça qu'on peut Ah lire au non, bord non, d'une non, piscine. non, non, ça. Voilà, Je vous crois que avez quand même voilà, je crois que j'aurais eu du mal à écrire juste un feel good parce que je me sens pas capable d'écrire ce genre de choses. Mais non, non, moi, j'avais envie d'écrire quelque chose de. Je pense que le mot léger n'est pas adapté. C'est pas vraiment non. ça que je voulais faire. J'avais envie d'écrire, de sortir un petit peu des sujets graves que j'abordais d'habitude. C'est-à-dire parler du handicap, de l'inceste, quelque part, ça, c'est lourd, c'est très très lourd. Et parler d'une quête identitaire par rapport, quelque part, c'est peut-être un peu moins difficile, un peu moins lourd, un peu plus, voilà, où on peut et le fait de l'écrire en adulte, où je pouvais vraiment me laisser aller, où je pouvais vraiment faire des digressions comme j'en avais envie, parler de choses plus profondes, d'approfondir les personnages encore plus, ben, ça m'a permis justement d'écrire différemment et d'aborder un sujet qui était peut-être un peu moins difficile Et c'est que peut-être ce que vous, j'écrivais avant. c'est peut-être vous qui vous êtes sentie plus légère à Peut-être, l'écriture de ce c'est livre. exactement ce que je pensais parce que je m'étais aussi fait la remarque que j'écrivais peut-être des choses plus difficiles pour les enfants et des choses plus faciles pour les adultes, mais je pense que ça correspond un peu à une sorte d'évolution de mon écriture et de moi-même, forcément. Euh, J'étais très touchée par ça au départ, quand j'ai commencé à écrire, par ces sujets difficiles. J'étais vraiment touchée par ça, et d'ailleurs mon premier livre a été un album sur l'autisme parce que l'un de mes élèves était autiste. Et je suis partie là-dedans parce que c'était important pour moi de montrer aux autres enfants que les enfants atteints de handicap ou de problèmes mentaux ou physiques, etc., c'était des enfants aussi et que il fallait les voir avec des vrais yeux d'enfant parce que ce sont des enfants. Et c'est pour ça que je suis rentrée je suis rentrée dans la jeunesse par le biais de ces sujets-là. Et peut-être que le fait de les avoir écrits pendant des années euh, m'a fait avoir envie de faire un peu autre chose. Justement, mon évolution fait que peut-être que j'ai envie d'écrire des choses différentes maintenant et pour des publics différents aussi. Je me permets juste de rebondir parce que c'est un sujet important et on ne l'a pas abordé. L'autisme, il y a un enfant autiste aussi dans Oui. votre livre. Et c'est d'ailleurs le premier enfant que rencontre Colombe. Mhm.
et avec qui elle va tisser une relation particulière Oui, et qui, pour le coup, au départ, lui fait très peur parce qu'elle se dit qu'elle ne sera pas capable de le gérer. voilà. Et vous l'abordez de cette façon-là pour montrer qu'au final, Toujours voilà. cette manque de confiance, ce manque de confiance en elle. Et ce petit garçon, ben, il existe aussi réellement, d'ailleurs, puisque c'est... Bon, il était pas autiste, mais il avait de gros problèmes de comportement. Et plusieurs des situations que j'ai décrites dans le livre, ce sont des situations que j'ai vécues moi-même. Le bazar dans la classe, les crises lorsque un autre enfant déroge à la règle. Et c'est des réactions que j'ai eues par rapport à ce petit élève que j'avais dans ma classe. Ce sont les mêmes réactions que Colombe va avoir vis-à-vis de cet enfant autiste. Justement, le respect à la différence est très bien, on le ressent très bien dans votre Oui. écriture et c'est très bien décrit. Alors, nos participants sont très curieux et il y a Patricia qui dit, vous avez grandi en Alsace, vous êtes né en Martinique, vous vivez à la montagne, d'où êtes-vous à l'intérieur de vous? Et est-ce que tous ces lieux géographiques nourrissent vos histoires? Je suis, j'ai du mal à trouver mon ancrage. Et je pense qu'un jour, j'écrirai quelque chose là-dessus d'ailleurs. Mais c'est vrai que je suis née en Martinique, j'en suis partie lorsque j'avais 3 ans, donc j'ai été élevée en Alsace pendant toute ma jeunesse et même ma première partie de vie adulte. Après, on est parti à Paris, ensuite on est allé on est venu à Annecy. Et c'est vrai que je me sens plus nomade que vraiment ancrée à un endroit. Mais bizarrement, chacun des endroits où j'ai vécu sont très importants pour moi. Donc, je suis de tous ces endroits et si je change encore d'endroit un jour, je serai d'un autre endroit aussi. Mais je crois que, enfin, personnellement, je, je trouve que j'ai du mal à me dire que je dois appartenir aux yeux des autres à un endroit en particulier. Je pense qu'un être humain, il est de partout. Il est terrien en premier, tout simplement. Il est enfant de la terre. Et moi, je pense que je suis. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de région. Je suis simplement un enfant de la terre et voilà, j'appartiens à la terre. Je n'ai pas d'endroit particulier. Euh, je ne suis pas limitée. Voilà. Une belle réponse. Alors, il y a une question de Camille qui concerne vos ateliers d'écriture. Vous animez des ateliers d'écriture principalement en milieu scolaire. Comment faites-vous pour que ce soit un espace de créativité alors que l'école est un lieu si peu créatif? Justement parce que je viens dans ces classes-là avec une autre casquette, une casquette d'auteur, ce qui fait que je peux faire ce que je veux et je ne suis pas limitée par des règlements, par des programmes. Là, je viens pour leur faire aimer la lecture, pour leur faire aimer écrire et pour leur montrer que l'écriture, c'est autre chose aussi, et peut-être même principalement, que ce qu'on apprend à l'école. Alors, en tant qu'enseignante, je fais mon travail d'apprentissage de l'écriture, je fais mon travail d'écriture de texte, voilà. Mais en tant qu'auteur, je leur montre un autre aspect qu'ils ne connaissent pas de l'écriture. Donc, l'écriture plaisir. Et ça fonctionne énormément. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais ce genre d'atelier, beaucoup d'enseignants ensuite reprennent ce que j'ai fait pour, pour un peu proposer d'autres choses à leurs élèves. Et ça, je trouve ça très intéressant et même gratifiant parce que je me dis que finalement, je ne suis pas très loin des programmes, etc. Simplement, je le propose différemment. Et ça plaît aux enfants, ça leur plaît de toucher, d'utiliser leur sens pour écrire et pas juste un crayon et un papier. Écrire, c'est ben, faire entrer le monde dans les oreilles, dans les yeux, dans la bouche. On fait entrer le monde et on le fait ressortir, mais pas seulement par l'écriture, par tout ce qu'il y a autour. Par tous nos sens, ça doit ressortir. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre aux enfants. Et lorsque je le fais
par le biais du toucher, par le biais de la vue, par le biais du goût aussi, ça marche très bien et ils adorent ça. Ils ont quel âge, les enfants hein, qui vous faites les En ateliers atelier d'écriture? d'écriture, alors je l'ai fait en maternelle aussi, parce qu'on peut écrire en maternelle. Et très souvent, c'est en primaire, essentiellement en primaire. Même si j'ai aussi fait des ateliers d'écriture dans dans un institut d'enseignement supérieur. Mais ça, c'est assez particulier, c'était assez exceptionnel. Je ne fais pas trop ce genre de choses. Je fais essentiellement en milieu primaire, sixième, cinquième parfois, et CM, voilà, cours moyen. Ça se passe bien, ça. Ça passe bien là. Mais vous le faites en dehors de l'établissement où vous enseignez, vous, j'imagine. Vous n'êtes pas dans Oui, oui, l'établissement. oui, 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 bien sûr, oui. J'ai travaillé beaucoup à temps partiel pendant quelques années et du coup, j'avais une journée ou 2 journées libres par semaine et là, j'allais dans les classes de ceux qui me le demandaient pour faire des ateliers d'écriture. Et vos Voilà. élèves, ils savent que vous écrivez pour la jeunesse ou pas du tout? Quelques-uns le savent, hein. Pas beaucoup, mais je pense que j'ai l'habitude de mettre vraiment une barrière, pas une barrière, mais lorsque je suis en classe, dans ma classe, je suis enseignante, je ne suis pas auteur. Et lorsque je suis auteur, je ne suis pas du tout enseignante. Donc, j'accepte beaucoup de choses que je n'accepterais pas en tant qu'enseignante. Et je cloisonne un petit peu parce que déjà, mes élèves sont très jeunes. Donc, ça n'a pas forcément toujours du sens pour eux. Je pense qu'au niveau des parents, c'est aussi important qu'ils sachent que même si j'écris, je fais aussi mon métier d'enseignante. Et ça, c'est important. C'est pas, il n'y a pas de hiérarchie dans mes deux métiers. Donc, je veux que les parents sachent vraiment que lorsque je suis à l'école, je suis à l'école, je suis enseignante, je ne suis pas auteur. Alors, il y a une question de Louise. Aux Antilles, il y a énormément d'histoires, de contes, de traditions orales. Avez-vous reçu cette culture? Non, malheureusement, justement. J'ai essayé ensuite de l'acquérir quelque part en lisant beaucoup, mais je ne l'ai pas vécu, cette culture. Et ça me manque par contre. Oui. Je suis partie de la Martinique quand j'avais 3 ans, donc, et j'y suis retournée pendant les vacances, mais je n'ai pas eu cette culture de magie, de coutumes, de rites que ma mère avait, bien sûr, mais qu'on n'a pas ici. C'est totalement différent. Donc, oui, effectivement, je regrette un petit peu de ne pas avoir eu cette éducation-là, parce que je pense que je me sentirais peut-être plus de la Martinique si je l'avais eu. Il y a une question aussi sur les recherches que vous avez faites donc par rapport au Japon, parce il y a deux axes, j'ai envie de dire, spatio-temporels un petit peu dans ce roman. Combien de temps ça vous a pris pour faire les recherches? C'est toujours difficile de savoir le temps, en fait, parce que je suis tellement lente que je, je passe beaucoup de temps à chercher sur Internet, à acheter des livres, à lire des reportages, des choses comme ça. Mais je ne pourrais pas quantifier réellement ce temps-là. Parce que même pendant que j'écris, je peux arriver à un moment où j'ai besoin d'un renseignement et m'arrêter et passer 2 jours à chercher ce renseignement que je n'avais absolument pas prévu auparavant. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à quantifier réellement combien de temps j'ai mis pour. J'ai lu 2, 3 livres sur les kamikazes, particulièrement un témoignage de kamikaze qui m'a beaucoup remué d'ailleurs. Et je me suis beaucoup inspirée de cette expérience-là pour Kiyoshi, mon kamikaze. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est venu au fur et à mesure, point par point, au moment où j'en avais besoin, j'ai cherché, voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on avait reçu Stéphanie Hochet dans notre première rencontre d'Endroit où aller. Et elle a écrit un très beau livre qui s'appelle Pacifique. Et justement, il est question d'un kamikaze. Et je ne sais pas si Ah, vous l'avez lu ou pas. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille, amis lecteurs, je vous conseille aussi de lire Pacifique. C'est aux éditions Rivage. Et c'est Stéphanie Hochet. Donc, c'était la première rencontre, un endroit où aller. C'était Stéphanie ah Hochet. ben, je n'y manquerai pas.
Je voulais vous poser une... Ah oui, voilà. Je voulais vous poser une question, moi. Par rapport à votre travail avec votre éditrice ou à l'éditeur, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'est-ce qui diffère entre le travail avec un éditeur jeunesse et un éditeur adulte? Est-ce que c'est la même chose ou il y en a un qui est plus simple ou plus compliqué? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Je n'ai pas du tout découvert les choses. Je m'attendais à ce que ce soit pareil et effectivement, c'est pareil. Il y a la phase correction, il y a la phase... il y a des allers-retours entre la correctrice et moi, entre l'éditrice et moi. C'est exactement le même travail. Il n'y a pas de différence. Et alors, est-ce que vous avez commencé à écrire un prochain roman pour les adultes ou vous Oui. repartez en... Oui, Ah, oui, 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 bien sûr. J'ai commencé. D'ailleurs, j'ai presque fini là. Mais c'est vrai que c'est difficile d'écrire tout en étant enseignant. Je suis enseignante à plein temps maintenant et ça prend beaucoup de temps. L'enseignement prend beaucoup de temps, les préparations prennent beaucoup de temps. Et du coup, trouver vraiment du temps pour écrire, c'est pendant les week-ends et pendant les grandes vacances. Donc, je mets pas mal de temps à faire un livre. Et là, je suis en train d'en terminer un. Il me reste quelques pages. Voilà, j'espère que je finirai pendant ces vacances. mais donc, vous n'allez pas quitter la jeunesse pour autant, vous allez continuer les Absolument deux. pas. Non, 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 non. Ça dépend des idées que j'ai. Là, j'avais une idée sur la suite d'un roman. C'est un roman jeunesse. Je pense que je l'écrirai, mais voilà, les deux casquettes me conviennent parfaitement. Nous, on est ravis que vous ayez fait ce pas-là, qu'on vous ait lu là, Merci. et on attend le prochain. Donc, on va rappeler que La Voix du Vent, sortie à la collection Belle Étoile chez Marabout, est sur toutes les tables de librairie. Elle est aussi à la librairie L'Instant, où se trouve Oui. Selma, dans le 15e. On remercie Sandrine Babu de t'avoir accueilli pour faire ces rencontres, puisque c'est de là que que tu les animes. Tout à fait. Un grand merci, Régine Joséphine, d'avoir été avec nous ce soir pour Merci à vous. votre roman. Avant de vous laisser le mot de conclusion, je rappelle que demain, nous avons une soirée spéciale, La science dans tous ses états, avec les éditions Flammarion, où nous allons recevoir 3 scientifiques, Étienne Klein, Evelyne Heiser et Julien Bobroff. Voilà, donc ça sera à 19h, on va parler science, ça va nous changer un petit peu. Donc, merci beaucoup Selma d'avoir si bien Avec animé cette plaisir. rencontre. Et Régine, je vous laisse le mot de la fin. Que dire, à part que j'ai été ravie de parler de mon livre avec vous et vous avez été formidables toutes les deux, très accueillantes et réconfortantes déjà. Et puis vraiment merci. Merci d'avoir accepté de me recevoir, m'avoir proposé de parler de mon livre et c'était un très très bon moment. Merci beaucoup. Pour nous aussi. Et je voudrais juste finir sur une des citations que vous avez en début de livre parce que je l'ai trouvée très belle. Et c'est du Seki Yukio, pardon pour l'accent, donc pilote kamikaze japonais de 1921-1944. Et il dit: Je n'y vais pas, entre parenthèses, à la mort pour l'empereur, j'y vais pour celle que j'aime le plus au monde, pour ma femme. C'est pour la protéger que je vais mourir. Voilà, je voulais juste rappeler qu'il y a 3 belles citations, dont les paroles de Cat Stevens, que j'aime Oui, beaucoup. que j'ai écouté en boucle tout le long du livre Voilà. d'ailleurs. Merci Merci beaucoup Selma. Nathalie. Merci à vous. Merci Régine pour votre délicatesse et votre bienveillance. Je vous souhaite à toutes les deux une belle soirée et belle vie à votre roman en librairie. Rendez-vous demain à 19h. Bonne soirée.